Voici une nouvelle parue dans le recueil L'échelle de Reuters aux éditions Flatland et qui s'intitule Question de tact. Si quelqu'un vous permettait d'accéder à ses pensées, les liriez-vous? Ne dites pas que vous n'avez jamais cherché à percer votre prochain à jour. La psychologie, l'étude du comportement ne sont rien d'autre que des techniques pour appréhender une conscience étrangère. À l'inverse, quand nous sommes en veine de confidence, nous cherchons à faire partager le cheminement de nos pensées, supposant que l'évidence de leur tracé nous permettra d'être mieux compris, davantage acceptés, reconnus, aimés. On en revient toujours à ça. Des témoignages de reconnaissance extérieure à notre forteresse de solitude, comme preuve supplémentaire de notre existence et de l'intérêt qu'on nous porte. Notre moi si fragile en a besoin. Maintenant, imaginez à quel point il serait terrible et merveilleux à la fois d'accéder aux pensées d'autrui. Nous vivrions 100 fois plus fort. C'est le rêve que j'ai poursuivi dans ma jeunesse. Je crois que ma fascination pour le fonctionnement du cerveau me vient de mon oncle. Son esprit bien fait forçait l'admiration. Il m'avait un jour édifié avec une histoire à portée philosophique qui m'a longtemps hanté. Mais une attaque cérébrale l'effaça de sa mémoire. Il se rappelait du trouble qu'il avait provoqué en moi en me la racontant, pas du récit lui-même. Je pouvais susciter le même sentiment que j'avais jadis éprouvé en la lui racontant à mon tour. Cette réversibilité ne tissait cependant pas les anciens liens. Par quelle mystérieuse alchimie ces témoignages de notre complicité avaient-ils été rendus au néant? Dès lors, je n'eus de cesse de découvrir les mécanismes cachés dans les méandres de l'encéphale et comment ils œuvraient. À 27 ans, je ne connaissais rien du monde pour m'y être engagé si peu, mais tout du cerveau pour avoir sacrifié à son étude mon temps et mon énergie. Ignorant des conventions sociales et des plaisirs des jeunes gens de mon âge, j'étais un brillant doctorant engagé dans l'équipe du professeur Saverac, un neurologue de la Pitié-Salpêtrière, suffisamment réputé pour ramasser une bonne part des crédits réservés aux recherches dans les neurosciences. Nous étions 4 sous ses ordres, à imaginer un moyen de décoder les traces de l'activité cérébrale. Fabien Wiener, qui bénéficiait des faveurs de Saverac pour être également compétent en intelligence artificielle. Isabelle Lemarou, souriante cogniticienne, spécialiste des méthodes d'investigation du cerveau. Et Judith Edvery, que nous avions attachée à la collecte et la gestion des données de nos instruments d'imagerie cérébrale. Elle évoluait un peu à l'écart du groupe, ses lunettes à double foyer collées aux écrans plasma qui affichaient les graphes des scans que nous réalisions. C'était brader ses compétences que de la verrouiller à ce poste, certes essentiel mais subalterne, car nullement créatif. Il nécessitait seulement de la rigueur et de l'organisation. Judith possédait assez des deux pour trouver le temps de nous chercher des cafés quand nous lui en réclamions. Tout cela paraissait lui convenir. Elle ne semblait pas désireuse de se consacrer à des tâches moins ingrates, trop heureuse d'avoir été admise dans le laboratoire et probablement trop timorée pour revendiquer davantage de considération. Je la comprenais. J'étais moi-même dévoré par la timidité dès que je sortais de mes domaines de compétences. Isabelle, en particulier, m'impressionnait par son assurance et le détachement avec lequel elle abordait les problèmes. Tandis que je bouillais d'excitation en attendant la conclusion d'une expérience,
Elle vérifiait les étapes du protocole sans manifester la moindre impatience. Elle agissait en professionnelle, alors que je me comportais comme un jeune chien fou qu'un seul de ses regards indulgents suffisait à calmer. Sa main sur mon épaule me galvanisait et me redonnait confiance. J'enviais l'assurance de Fabien Wiener, le vrai chef de ce labo après Saverac qui se contentait de visites hebdomadaires pour vérifier l'avancée des travaux, qu'il ponctuait de quelques mots d'encouragement. La sienne différait de celle d'Isabelle. Elle révélait davantage d'autosatisfaction que de paix intérieure. Je l'aimais bien toutefois, n'hésitant pas à me lancer dans de longues discussions sur la conscience, malgré mon savoir encore théorique, sans que jamais il n'en prît ombrage. Chercher à communiquer par la pensée requérait des connaissances qui dépassaient les neurosciences. Tous deux me galvanisaient au point que je n'éprouvais jamais de difficulté à me lever le matin. Si je me sentais en phase avec Fabien sur le plan intellectuel, je recherchais la proximité d'Isabelle pour des raisons que je désespérais de lui faire comprendre un jour. Au sein de notre unité, nous tentions aussi de comprendre pourquoi les données que nous recueillions chez nos cobayes n'étaient pas reconnues comme des pensées par un tiers. À cette époque, les machines dirigées par la pensée avaient envahi l'espace public depuis déjà 5 ans. Après avoir soulagé les handicapés moteurs, qui pilotaient mentalement leurs exosquelettes, elles étaient parties à la conquête du consommateur. Les foulards et les casquettes permettaient de ne plus distinguer les paralysés des personnes valides, depuis que nombre d'employés, mais aussi des particuliers fortunés, dissimulaient dans leur couvre-chef la résie de capteurs permettant de commander des appareils à distance. Ils en possédaient au travail et à la maison, destinés à des tâches domestiques ou au loisir. Si ces outils savaient interpréter et exécuter les intentions humaines, pourquoi ces derniers en étaient-ils empêchés? N'importe quel individu devrait être en mesure d'en faire autant, pour peu qu'on trouvât le bon moyen de connecter deux esprits. C'était du moins l'opinion communément admise. Or, si on savait provoquer des sentiments à l'aide de stimulation électrique, ainsi qu'intervenir sur la motricité et sur le langage par le biais d'électrodes, on échouait à envoyer une seule pensée claire d'un cerveau à un autre. Une université du Colorado était cependant parvenue à transmettre à un sujet la sensation de la soif. En Inde, un brahmane avait communiqué des sentiments d'apaisement à 6 cobayes à la fois. Mais cette expérience n'avait pas fait appel à la pensée verbale. Plusieurs laboratoires à travers le monde planchaient sur ce problème. Et à lire les communiqués de nos confrères, nous tremblions de voir l'un d'eux gagner cette course à la télépathie. Nous gardions pourtant nos chances. La pensée, ce n'était qu'un peu d'électricité et des molécules chimiques. Tout ce que nous vivions et imaginions était rendu possible par la circulation des ions et par des échanges de neurotransmetteurs. Aujourd'hui, les très sophistiquées méthodes d'exploration de l'encéphale ne rendaient plus irréductible la complexité de cette extraordinaire matière grise. Comme pour la météo, ce n'était plus le fonctionnement du système qui posait question, mais l'énorme masse de données à traiter. Or, un problème de quantité finissait toujours par être résolu. Nous disposions d'ordinateurs puissants pour traiter les données, les big data modéliser en temps réel nos processus mentaux. « Regarde, dis-je à Isabelle en me collant suffisamment à elle pour que nos épaules se touchent. Voici les sites sollicités pour une même action chez 2 sujets différents. Fabien et moi, en l'occurrence. » Elle ne cherchait pas à fuir mon contact. Son bras effleurait même le mien quand elle désignait certains points du graphique, ce qui me troublait davantage que l'analyse de nos travaux.
Vos pensées sont troublées par vos émotions, analysa-t-elle. Vous n'attendez pas la même chose de l'expérience. Je suppose que ça n'a pas marché. Non, j'ai juste ressenti une difficulté à me concentrer, avec une solide céphalée en prime. Comme l'architecture d'un cerveau différait d'un individu à un autre, nous avions, pour transmettre une information au bon endroit, dressé des cartes cérébrales recensant avec une précision diabolique la position respective de chaque zone. De la mémoire de travail à la reconnaissance des visages, des sites du langage, à l'évaluation quantitative et au calcul. Des centaines de millions d'emplacements et de réseaux de connexions délimités grâce à la phénoménale puissance de nos ordinateurs. Mais ça ne marchait pas. Isabelle a considéré les résultats en silence, puis a abandonné. « Il faut que j'y aille. Je te ramène ?» J'ai accepté l'offre avec empressement, même si le métro était le moyen le plus rapide de rentrer chez moi. Me conduire lui imposait un détour. Je l'avais un jour invitée à monter prendre un verre, proposition qu'elle avait déclinée, prétextant des obligations. Cette fois encore, je n'ai pas osé la renouveler, et elle m'a regardé une fois de plus sortir gauchement du véhicule. J'ai voulu bredouiller quelque chose à travers la portière ouverte à propos des essais de demain, pour lesquels je pourrais éventuellement l'assister, mais elle m'a fait signe qu'elle gênait la circulation. Je l'ai laissée repartir sans même la saluer, me maudissant de n'avoir pas abordé ce point pendant le trajet, au lieu de garder stupidement bouche close. Le lendemain, j'ai examiné avec Judith les comptes rendus de nos essais, alors que Fabien aidait Isabelle à confectionner une nouvelle résille SMT censée modifier l'activité cérébrale des zones corticales de façon à les rendre plus réceptives. C'était un travail technique, bêtement manuel, qui ne nécessitait aucune compétence neurobiologique. Juste un réglage fin des fréquences. Je m'y connaissais suffisamment en stimulation magnétique transcrânienne et j'en voulais à Fabien d'avoir ravi ma place. Je me suis consolé en notant que cet essai a été un nouvel échec. Celui du jour suivant également. Nous étions pourtant persuadés qu'une onde en particulier, ou deux ondes en fonction du point de vue de l'émetteur et du récepteur, permettraient de réaliser cet échange. Chaque jour, pendant que Judith distribuait les tasses et communiquait les résultats chiffrés des travaux de la veille, Fabien testait de nouvelles combinaisons. Le problème vient peut-être de la nature de nos pensées. Il faut qu'elles soient plus vives, plus contrastées. Qu'en penses-tu ? Fabien enlaça les hanches d'Isabelle alors qu'il se tenait derrière elle et mima une complicité amoureuse à laquelle, après avoir émis un petit cri de surprise, elle ne se déroba pas. Elle poussa même une note plus grivoise en lui demandant pourquoi il n'avait pas d'abord commencé à se déshabiller. Un geste vers sa braguette le fit fuir, ce qui était la meilleure manière de les conduire. Ce n'était pas la première fois que Fabien se livrait à pareille simulation avec elle. Elle avait toujours su les disjouer. Je ris de la réplique, en spectateur, appréciant le sketch que jouaient deux complices. Au fond de moi, je désapprouvais les manières de mon collègue. Je l'enviais un peu aussi. N'empêche, poursuivit Fabien pour se donner une contenance, il faudrait tester le dispositif avec des émotions fortes pour capter quelque chose. Les premières photographies étaient des images très contrastées. Tu penses être un bon candidat malgré ta rigueur scientifique ? Naturellement. Tous les savants ne sont pas de bois. Ce serait fantastique si tu acceptais de te laisser torturer au nom de la science. La douleur est tellement plus intense que le plaisir. Le Casanova des labos avait souri, mais j'ai cru entendre grincer ses dents. Pour ma part, je me suis retenu pour ne pas éclater de rire. À midi, à la cafétéria, la conversation a tourné sur les mécanismes neuraux qui créaient une attirance pour une autre personne. Fabien nous amusa en imaginant, sur le registre du théâtre de boulevard,
les conséquences qu'entraînerait la découverte d'un procédé stimulant le désir. Ça ne marcherait pas à tous les coups, estima Isabelle. Nous ne sommes pas des machines. À moins de nous retirer notre libre arbitre, nous aurons toujours besoin d'éprouver un minimum d'attirance. C'est alors que j'ai eu l'illumination. Nous parvenions à diriger une machine par la pensée, car celle-ci n'avait pas de conscience. Notre esprit, si. Il refusait d'interpréter des stimuli extérieurs incompatibles avec la conscience de soi, avec les sensations qu'il identifiait comme étant celles de son corps. Il éliminait ce qu'il considérait comme des parasites, de la même façon que l'oreille discriminait les sons porteurs d'informations du bruit ambiant. Et s'il fallait repenser notre approche, suggérais-je? Jusqu'à présent, tous les labos pratiquant des échanges brain-to-brain se sont contentés d'inverser le processus de la commande par la pensée. On bascule l'interrupteur et c'est la machine qui dirige l'individu. La zombification, rectifia Fabien, n'est pas une simple inversion. Cela fait presque 20 ans qu'on sait contrôler quelqu'un par la pensée. Mais on le fait comme s'il s'agissait d'une machine, m'exclamai-je avec vivacité, transporté par mon idée. Peu m'importait. J'avais remarqué l'intérêt que me portait soudain Isabelle. Judith aussi me regardait différemment, non plus comme un novice effectuant ses premiers pas, mais comme un père qui méritait toute son attention. Seul Fabien Wiener demeurait sceptique. Il m'écoutait avec la bienveillance du spécialiste prêt à corriger les erreurs conceptuelles du débutant. Aussi je m'adressais plus directement à lui, jusqu'à réussir à le décoller du dossier de la chaise pour appuyer ses coudes sur la table. Depuis la toute première expérience de stimulation mentale à Seattle en 2003, on s'est contenté d'encoder en impulsions électriques les pensées de l'émetteur, pour les décoder à l'autre bout. L'image cérébrale est transmise à un programme informatique qui l'interprète et la traduit en impulsions électroniques, lesquelles sont transmises, au choix, à un bras électronique ou à un cerveau biologique. Pour l'interface, il n'y a aucune différence de nature entre celui-ci et une machine. L'émetteur qui dirige le zombie depuis un écran ne détaille pas le geste qu'il doit accomplir. Il se contente de stimuler par une décharge électrique une zone bien précise du cortex pour aboutir au résultat voulu. La méthode est aussi sophistiquée qu'un coup de marteau réflexe sur le genou. Un geste provoqué par une intervention extérieure. Je vois. Le cerveau du destinataire ne l'a pas interprété comme un geste volontaire. La précision et la complexité à laquelle nous sommes parvenus sont pourtant porteuses d'espoir. Je hochai la tête pour montrer à Fabien que j'avais compris le sens de sa remarque. Il n'avait pas besoin de me donner les exemples de contrôle absolu d'un corps, ni des applications qui en avaient découlé, notamment dans l'acquisition d'une praxis. L'entraînement des sportifs ou des artistes ne pouvait plus se passer du B2B. La violoniste manipulant correctement son archet et le joueur de tennis exécutant le revers parfait avaient répété le bon geste que leur corps avait mémorisé à la longue. Pourquoi appelle-t-on zombification le brain-to-brain ? Parce que les bénéficiaires restent des pantins. Ceux qui acceptent d'être des récepteurs affirment qu'ils se voient bouger sans pouvoir s'en empêcher. Mais les images qu'on envoie, les sentiments de peur ou de soulagement, pure décharge électrochimique, des antidépresseurs ou des stimulants à peine plus sophistiqués. Un son ou une image, c'est pareil. On sait désormais quelle zone titiller. On pourra bientôt envoyer un film ou lire un texte dans un esprit tiers, sans qu'on puisse parler de liaison télépathique. De même, activer un circuit dopaminergique ne signifie pas qu'on a provoqué une émotion. J'ai encore préparé le terrain en évoquant les membres artificiels directement commandés par la pensée à l'aide d'une neuropuce.
Le bénéficiaire ressentait les réactions de sa jambe mécanique, de la même manière qu'un objet manipulé communiquait des sensations à son utilisateur. Le pneu mal gonflé du vélo, la légère résistance de l'axe de direction, et même la nature du terrain, étaient des perceptions que tout un chacun éprouvait en utilisant un véhicule. L'individu étendait la conscience de soi à l'objet qu'il manipulait, comme un aveugle avec sa canne. Puis j'ai lâché mon intuition. On ne peut loger dans un corps qu'une seule conscience. Schrödinger l'avait déjà affirmé dans son dernier ouvrage. C'est ce qui fait notre identité. Le fait de savoir que nous sommes un organisme extérieur au monde qui communique et interagit avec ce qui le compose. Les chatouillis que nous nous prodiguons n'ont aucun effet, car nous savons qu'ils sont de notre fait. Tu ne vas pas nous faire un cours sur la conscience quand même, s'inquiéta Wiener. Or, une pensée est quelque chose de très différent par rapport à un simple stimulus neurologique, me hâtai-je de préciser. Elle est de nature holistique. Elle contient des informations sur l'environnement de l'émetteur, des sensations intimes. C'est un écosystème mental. La conscience du receveur serait contrainte de voir par d'autres yeux, d'éprouver les sensations d'un corps qui ne lui appartient pas, toute chose opposée à la notion d'identité. Elle ne peut pas traiter ces données extérieures comme si elles étaient siennes. « Tu laisses entendre que c'est sans espoir ?» demanda Isabelle. Pour communiquer une pensée étrangère à un autre esprit, il faut éteindre la conscience. Je ne vois pas où est la télépathie là-dedans, objecta Wiener. Le principe serait celui de l'interrupteur, qui bascule rapidement dans un sens ou un autre, comme un talkie-walkie. Fin de mon idée. À vous. Roger, apprécia Wiener, ça se tient. Ça expliquerait pourquoi nous ne faisons qu'éprouver des difficultés à nous concentrer quand notre cerveau tente de se connecter à un autre. La conscience de soi fait barrage. Ça explique aussi vos céphalées, lâcha Judith en baissant la voix et en se penchant vers le centre de la table. Elle avait regardé passer un laborantin tenant son plateau. Depuis ma position, ses yeux, derrière ses verres épais, apparaissaient démesurément agrandis. Nous avions soudain des mines de conspirateurs, ce qui ne pouvait que me ravir. Cela signifiait que mon idée avait de l'avenir. Judith demanda comment je comptais la mettre en pratique. Elle évaluait l'ampleur de la tâche, assurée de se consacrer enfin à une activité plus stimulante que le traitement des données. Je suggérais que si on rendait l'esprit aveugle à ses propres stimuli, il serait en capacité de recevoir ceux d'un autre. Mais j'avoue ne pas m'être posé de questions sur le procédé. Mentalement, Judith était déjà au travail. Isabelle commençait à entrevoir des solutions pratiques concernant l'interface. Nous disposions de résis SMT capables de désactiver certaines zones du cortex. Elles permettaient d'atteindre d'autres états de conscience, comme une immense capacité de concentration doublée d'une absence de soi et du monde, ou au contraire, une stimulation des fonctions cognitives décuplant les possibilités de calcul, jusqu'à pouvoir compter les feuilles d'un arbre. Mais ce paroxysme calculatoire empêchait l'esprit de les interpréter comme appartenant à un végétal, ce qu'on pouvait considérer comme un début d'extinction d'une forme de conscience. Personne, à ce jour, n'avait jamais tenté de désinhiber toutes les zones du cerveau à la fois. Cela ne résolvait pas les aspects pratiques. Effacer temporairement une conscience n'était pas forcément dangereux si les fonctions de base restaient actives. Mais ne risquait-on pas, dans le même temps, d'empêcher toute autre pensée d'accéder à l'esprit d'autrui ? Les stimulations transcrâniennes envoyaient un train d'ondes sur l'ensemble du cerveau ou sur des zones bien précises. Quel tunnel d'accès fallait-il libérer pour permettre à une conscience étrangère de s'immiscer ? Isabelle fit une suggestion, Fabien la compléta, Judith apporta son complément informatique. J'avais, pour ma part, compris qu'il nous faudrait tâtonner, mais que nous détenions l'embryon
d'une réponse. Il faudrait bien sûr en parler à Saverac lorsqu'il daignerait nous rendre visite. Lui seul pouvait nous donner le feu vert. Mais nous savions d'ores et déjà qu'il ne s'agissait que d'une formalité. Au moment de quitter la cantine, alors que je traversais la salle à 30 centimètres au-dessus du sol, Isabelle me prit la main. « Ne t'emballe pas trop. » J'ai apprécié sa sollicitude, autant que la chaleur de ses paumes. Elle tenait à me préserver de toute future déception. Je lui répliquai, un peu trop crânement peut-être, que je savais à quelle désillusion s'exposaient les chercheurs persuadés d'avoir raison. Les jours suivants, nous avons travaillé dans une euphorie qui confinait à la frénésie. Je ne me posais pas la question de savoir si le procédé était dangereux pour la santé mentale. J'étais trop désireux de l'expérimenter, même un court laps de temps. En cas de problème, si l'essai devait conduire l'un de nous vers une forme d'autisme ou de mort cérébrale, nous pouvions toujours tenter la méthode inverse en stimulant l'ensemble des zones que nous aurions désactivées. Saverac, absent pour cause de congrès, désirait que nous attendions son retour. Mais j'étais tellement persuadé de nous avoir placés sur la voie du succès que je ne pouvais pas patienter davantage. Un jour où Isabelle était absente, j'ai proposé à Fabien de coiffer la résie SMT, juste pour nous assurer qu'elle fonctionnait correctement. Il n'a pas mis son métaux, probablement parce que l'excitation le rongeait autant que moi. Judith surveillait les écrans de contrôle, prête à désactiver les stimulations magnétiques à la moindre anomalie. Sa naïveté ne lui avait pas permis de réaliser que nous nous apprêtions à réellement tenter l'expérience. Fabien s'était placé sous le lecteur de l'activité cérébrale, tandis que je me suis assis en face de lui. Quand les électro-aimants entrèrent en fonction, j'ai instantanément perdu la conscience de mon environnement, ainsi que les sensations corporelles qui m'assuraient que j'étais bien vivant. Je ne paniquais pas pour autant, car j'étais dépourvu des fonctions cognitives me permettant de prendre la mesure de la situation. Je n'étais plus qu'un légume, sans intention, un cerveau ramené au niveau minimal de conscience. La représentation classique de la télépathie supposait qu'on recevait dans l'esprit des pensées parfaitement verbalisées, débarrassées de toute idée parasite. Il suffisait d'essayer de capter les siennes pendant qu'elles naissaient et se succédaient pour se convaincre de la stupidité de cette représentation. Rien de tel ne se passa d'ailleurs. Fabien ne pensa pas « comment vas-tu » ni « est-ce que tu captes quelque chose ?» En réalité, je me sentis subitement investi d'une présence, si pleinement et si clairement qu'elle submergea le champ de ma conscience. Parler d'invasion traduirait imparfaitement ce que je ressentais. J'eus plutôt l'impression de revenir à la conscience. Je me voyais, assis stupidement sur ma chaise, le menton affalé sur la poitrine. À la différence que je ne réalisais pas le ridicule de ma situation, ni même que je me savais en train de me regarder de l'extérieur. J'étais devenu Fabien Wiener le temps d'un tsunami mental. Je voyais le laboratoire par ses yeux, exister au monde par ses sens. J'avais conscience de la taille de mon corps, de son occupation dans l'espace, de l'inconfort de ma position sur le siège. Mais surtout, je devins mon collègue au point de le comprendre totalement, d'approuver ses actes que je critiquais en temps normal, ou au contraire, de regretter avec lui les erreurs qu'il se reprochait. Dans l'instant où je reçus les pensées éparses, fragmentaires, qui le travaillaient, je ressentis un immense élan d'amour pour lui. Il était impossible de ne pas épouser ses points de vue, ni d'apprécier ses choix de vie, de recevoir dans sa globalité une conscience telle qu'il se la représentait,
avec ses faiblesses, ses lâchetés, ses héroïsmes, ses doutes et ses engagements. Quand la vague se retira, subsista une indulgente bienveillance envers le neurologue, tout le temps où je suivis ses réflexions faites d'attente, d'interrogation quant au succès de l'expérience, d'espoir et de rêves de gloire dans lesquels il s'attribuait le beau rôle. Même quand Judith désactiva les électroaimants et que je recouvrais, surpris et ébloui, ma propre identité, je regardais Fabien avec le plus fort sentiment positif que j'avais jamais éprouvé pour lui. Je savais, je comprenais, j'excusais. Bien sûr, ces impressions s'estompèrent avec le temps, notamment lors des manœuvres de Fabien pour s'attribuer l'essentiel de cette victoire. Isabelle prit très mal le fait que nous ayons profité de son absence pour tester un transfert de pensée avec la SMT. Elle m'a regardé comme si je venais de la trahir. Fabien la croyait jalouse de notre succès. Elle nous reprochait en fait des risques inconsidérés que nous avions pris. Tu te rends compte, lui dis-je pour atténuer les reproches qu'elle nous faisait, que nous avons résolu la question philosophique de Nagel lorsqu'il affirmait qu'on ne peut pas savoir ce que ça fait d'être une chauve-souris, sauf si on en est une soi-même. J'espère bien que tu ne te livreras jamais à pareille folie. Ça marche parce que Fabien et toi êtes de la même espèce. Les propos de Thomas Nagel restent d'actualité. Isabelle n'en venait pas moins de valider la réussite de notre test. Notre invention n'était toutefois pas au point. Nous ne disposions pas encore d'un aller-retour efficace. Le transfert de l'ensemble des perceptions parasitait la communication. Trop de paramètres de la personnalité de l'émetteur s'engouffraient à la fois. Nous devions limiter la télépathie aux seules pensées verbales de l'émetteur, ou au moins atténuer cette submersion du moi par une conscience étrangère. Les connaissances informatiques de Judith se révélèrent capitales dans cette phase du projet. Elle réussit à traduire en un algorithme le rapport entre la charge d'affect et l'information véhiculée. Saverac fut beaucoup plus présent au labo dans les semaines qui suivirent. Il nous aida à améliorer notre invention. Les pensées verbales devinrent plus audibles tandis que les aspects secondaires de l'invasion mentale s'estompaient. Mais le premier élan d'amour, ravissant le receveur au premier contact, subsistait. Si nous réussîmes à l'atténuer, il ne disparut jamais complètement. Sans doute était-il irréductible à l'irruption d'une autre conscience, comme un nécessaire signe de reconnaissance. J'existe, et je sais que tu existes. Je t'accepte dans toute ton altérité. Voilà ce que signifiait la première mise en contact. C'est peut-être ainsi que se saluent les âmes. Isabelle joua pleinement son rôle dans cette phase d'amélioration. Elle sollicitait souvent mon avis en tant que premier expérimentateur de la télépathie. Et mon cœur s'accélérait chaque fois qu'elle m'enveloppait de son parfum et créait autour de moi ce sentiment d'intimité qui nous isolait des autres. Quand vint la publication des articles décrivant notre découverte et l'enregistrement des brevets, notre prototype était proche de la finalisation. Nous fûmes tous très sollicités par les médias. Saverac et Wiener invités dans des congrès d'où fort heureusement j'étais exclu. M'évitant à intervenir publiquement, nous abandonnèrent, Isabelle, Judith et moi, dans le labo. L'invention de la télépathie ne revêtait pas le même sens pour eux que pour moi, qui devinais le parti que je pourrais en tirer. Un soir où la discrète Judith s'était absentée de son poste, j'ai tendu à Isabelle le casque que nous avions bricolé. « Tu veux essayer ?» Jusqu'à présent, seuls Fabien et moi avions joué les cobayes, plus Saverac une fois, avec quelqu'un d'extérieur à l'équipe. Notre directeur de recherche n'a jamais éprouvé le besoin de renouveler l'expérience. Ce que lui et son partenaire avaient ressenti l'avait édifié. Je crois qu'il redoutait de la tester avec nous. Avant l'amélioration du dispositif, le résultat était pire
que de se mettre à nu en public. À cet instant précis, je n'avais pas ces appréhensions. Je proposais à Isabelle de lire mes pensées. Non seulement elle saurait ce que j'éprouvais pour elle, mais elle serait totalement subjuguée. Nous avions nommé le phénomène l'élan d'amour. Elle secoua la tête avec un sourire contrit. Je regrette que tu penses à me le proposer. Tu sais, je n'ai jamais eu besoin de cet outil. Je suis resté trop interloqué pour penser à la retenir, tandis qu'elle poussait la porte à battants sans prendre le temps d'enfiler sa veste. Après cela, notre relation ne fut plus jamais la même. Judith, la précieuse Judith, s'efforçait heureusement d'arrondir les angles ou jouer les intermédiaires quand nous avions besoin d'échanger des infos. Je crois qu'elle se montra plus attentionnée envers moi qu'avec Isabelle. Elle se doutait bien lequel des deux était le plus blessé. Peut-être Isabelle lui avait-elle raconté ce malencontreux épisode. Elle avait en tout cas essayé d'arrondir les angles. Judith était vraiment une chic fille, et j'ai regretté que nous l'ayons laissée à l'écart de nos recherches comme si elle ne comptait pas vraiment dans l'équipe. Saverac aussi s'était rendu compte à son retour qu'un froid raidissait nos rapports. Il préconisa, sur le ton de la plaisanterie, que nous devrions tous deux tester le casque pour favoriser une empathie mutuelle. C'était précisément parce que j'avais voulu susciter en elle cet élan d'amour qu'Isabelle ne m'adressait plus la parole. J'ai réussi brillamment ma thèse, et n'eus pas de mal à trouver par la suite, en tant que co-inventeur de la télépathie, des emplois alléchants. Une invention dont je ne suis pas fier, car elle a permis de développer les méthodes d'investigation de la police et compliquer la vie de pas mal de gens. J'ai croisé 2 ou 3 fois Isabelle Lemarou dans des congrès. Elle était mariée et mère de 2 filles. J'étais père d'un Jerry de mon côté. Nous avons devisé en souvenir du bon vieux temps, sans jamais retrouver la complicité qui nous unissait, ni évoquer le fameux soir où ma maladresse l'éloigna de moi. J'ai mis du temps à comprendre la deuxième phrase qu'elle prononça alors. Je l'ai comprise très exactement le jour de clôture de notre unité de recherche, alors que chaque membre de l'équipe se congratulait une dernière fois autour d'un verre, avant de suivre les nouveaux chemins de sa destinée. Dans un moment d'abattement, j'ai confié à Judith ce qui s'était passé entre Isabelle et moi, avec l'espoir qu'elle m'expliquerait son attitude. Le revirement d'Isabelle m'était d'autant plus déconcertant que j'étais à peu près certain que je ne la laissais pas indifférente. Pendant que les autres devisaient autour de la table garnie de boissons et de petits fours, elle m'a entraîné par le bras au fond du labo, dans le réduit aux vitres transparentes, où j'ai connu tant de bonheur et de désespoir, et elle m'a tendu le prototype qui nous avait rendus célèbres. Et toi, es-tu prêt à lire mes pensées ? J'ai alors réalisé l'étendue de mon erreur vis-à-vis d'Isabelle, ainsi que mon aveuglement. Je les lis déjà, lui répondis-je. En effet, ses yeux pétillants m'informaient, mieux qu'un casque de télépathie, qu'elle serait, un jour, bientôt, la mère de mon petit Jerry. Barbet d'Aurevilly a écrit que si le tact était à vendre, il n'y a que ceux qui en ont qui en achèteraient. Je crois qu'au contraire, ils n'en achèteraient pas, parce que ce n'est pas ainsi qu'on l'acquiert. De même qu'il est indécent de lire les pensées à l'aide d'une machine plutôt qu'à l'aide de nos sens et avec notre entendement. C'est la leçon que j'ai retenue du temps où je connaissais tout du cerveau et rien de l'esprit. À présent que vous connaissez mon histoire, je vous repose la question.
Si quelqu'un vous permettait d'accéder à ses pensées, les liriez-vous?